je suis convaincu qu'il faut avoir une approche holistique de la santé et que la bioélectronique de Vincent est là pour renforcer notre terrain biologique et notamment par une alimentation saine et surtout importante sur mesure, et que parallèlement à ça, la géobiologie scientifique est là pour nous protéger des environnements qui nous rendent malades, des environnements délétères qui nous fragilisent. Et je pense que ces deux jambes sont nécessaires pour conserver notre équilibre biologique. Je veux dire, ça marche ensemble. Donc on s'est trouvé sur le plan humain, mais je pense qu'on avance sur deux voies parallèles qui aujourd'hui se rencontrent. On a inventé une nouvelle forme de géométrie avec des parallèles qui se rencontrent. Et en tout cas, ils se rencontrent au 47e parallèle, qui est le cas ici à Angers. C'est le 47e parallèle 28. On se retrouve encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la géobiologie? On va essayer de faire assez court, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire un exposé mini-jupe si on voulait attirer l'attention tout en couvrant le corps du sujet. Alors, on va essayer de faire court. Et comme on est peu nombreux, on va pouvoir échanger, poser des questions, et on va essayer d'y arriver le plus tôt possible. Alors la géobiologie, c'est l'étude de l'influence du lieu sur toutes les créatures vivantes. Il y a trois mots, géo c'est la terre, bios c'est la vie, et logos la science ou le discours. La géobiologie, c'est l'étude de l'influence de la terre sur le vivant. Mais ça touche aussi bien les micro-organismes, par exemple, vous verrez, je travaille beaucoup pour le secteur du vin, ça touche aussi les arbres, ça touche les animaux, et ça concerne également les hommes, toutes les formes de vie en fait. Alors, il y a plusieurs sortes de géobiologie. Il y a des géobiologies qui se complaisent dans le passé, et c'est très bien. Elles étudient les églises romanes, les cathédrales gothiques, elles étudient les menhirs, les dolmens, etc. Et il en faut, c'est très très bien. Il y en a qui s'intéressent à l'histoire de la sorcellerie, et effectivement, nous descendons des sorciers. Mais nous avons fait un choix stratégique, c'est de nous intéresser à la géologie d'aujourd'hui et de demain, et de former des professionnels de la géobiologie, et avec une approche qui est scientifique, comme la bioélectronique. D'ailleurs, dans bioélectronique, il y a le mot biologie, et puis il y a le mariage avec une technologie moderne qui est l'électronique. Et ça, c'est une association qui ne peut que se développer dans l'avenir, c'est-à-dire une approche du vivant, respectueuse du vivant, analysée par des moyens techniques d'aujourd'hui. Alors notre vocation à nous, avec l'École française de géobiologie, le groupe Géobios et l'Institut de recherche en géobiologie et bioénergie que j'ai créé, c'est de donner ces lettres de noblesse à la géobiologie, d'appuyer Roger, puisque en fait on marche ensemble, et de le faire d'une manière scientifique pour petit à petit convaincre. Alors je sais que la partie est rude, puisque la médecine d'aujourd'hui est plutôt Big Pharma, que vous connaissez tous. Big Pharma avance tel un compresseur. Ils ont réussi à éradiquer l'acupuncture en France, puisque vous savez que désormais, pour être acupuncteur, il faut être diplômé en médecine. Or, on ne forme pas à l'acupuncture ni à la médecine chinoise les médecins. Donc, comment voulez-vous qu'ils appliquent une discipline à laquelle ils n'ont pas été préparés? Donc, ça s'appelle le coup de l'été noir en stratégie marketing. Donc, l'acupuncture est en voie de disparition. Ils ont éradiqué l'herboristerie. À Kew Garden, en Angleterre, qui est un jardin botanique connu dans le monde entier, on a répertorié 128 000 plantes médicinales. Et en France, on a le droit de parler de 36 ou 40, mais à une condition, c'est de ne pas faire d'allégations santé. Autrement dit, on a le droit de parler des plantes, mais pas de dire à quoi ça sert. Certains ont essayé, notamment des pharmaciens, docteurs en pharmacie, ils ont été condamnés. Autrement dit, on est en train d'enterrer l'herboristerie, de la réserver à Big Pharma finalement. Et on s'aperçoit qu'avec l'homéopathie, c'est en cours. Vous savez que l'homéopathie était remboursée à 65%, puis 35%, et ça tend vers zéro. Les facultés de Lille, d'Angers, de Bordeaux ont cessé l'enseignement de l'homéopathie. Mais le plus grave, c'est que les médecins homéopathes n'auront pas le droit de le dire. C'est-à-dire, on ne pourra plus afficher médecin homéopathe. C'est-à-dire que si quelqu'un d'entre nous cherche un médecin homéopathe, il faut qu'il se renseigne par le bouche à oreille parce que les médecins n'auront pas le droit de le dire. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a une médecine, une seule, et que toutes les techniques ne sont qu'une diversification des méthodes pour accéder à la santé. Ils disent qu'il y a une médecine qui utilise différentes technologies. Alors qu'en fait, non. On va le voir à travers cet exposé.
il y a différents paradigmes. Les paradigmes, ce sont les systèmes de pensée. Le paradigme actuel est dicté par une approche scientifique qui est purement matérialiste. C'est-à-dire qu'on ne croit qu'à la molécule, on ne croit qu'à l'atome, on refuse l'existence de l'âme, on mélange âme et esprit, on parlera de tout ça. Et donc c'est extrêmement réducteur, mais pas au sens du RH2. En fait, nous ne percevons et nous n'utilisons que les découvertes tangibles, accessibles à nos sens, et nous écartons tout le reste. Et il y a une tentative actuelle de monopole de la part de Big Pharma, et qui s'attaque aussi bien à la bioélectronique de Vincent qu'à la géobiologie, c'est-à-dire toute méthode qui permette d'accéder à la santé librement et par des moyens naturels. Donc en fait nous sommes aussi des compagnons, des frères de combat. Alors, Hans Williamson, qui était un de mes clients, avait un cancer. Il m'a été envoyé par un médecin bordelais pour se soigner, et il a guéri. Il est mort depuis, puisque la géologie ne rend pas éternelle, hein, je vous rassure tout de suite. Même, je ne suis pas sûr que ça nous amène à 120 ans non plus. Hein. Il faut suivre la bioélectronique si on va à 120 ans. La géologie n'y suffira pas. Alors voilà ce que l'adjoint de Feynman aux États-Unis, qui a été le patron du JET en Angleterre, qui préfigure ITER à Cadarache, vous savez, la centrale qui tente de faire de l'électricité par fusion nucléaire et non pas par fission. C'était lui le patron en Angleterre, c'était le meilleur spécialiste mondial de la fusion nucléaire, qui écrit plein de livres en anglais sur le sujet. Alors voilà ce qu'il m'écrivait le 15 mai 2000. Donc ça m'était adressé à mon ancienne adresse. Cher monsieur, la géobiologie est à mon sens un sujet d'un grand intérêt pour la santé et une discipline d'avenir puisant ses racines loin dans le passé. Il me semble vérifiable que l'influence du sous-sol, de l'habitat et la montée en puissance des agressions électromagnétiques peuvent avoir des influences considérables sur la santé, surtout à long terme. Je vous adresse à ce sujet mon soutien pour la rigueur de votre protocole et l'efficacité de vos expertises géobiologiques qui m'ont permis de vérifier personnellement à plusieurs reprises le bien fondé de votre travail de géobiologue scientifique. En ce qui concerne votre projet de constituer une équipe pluridisciplinaire composée de biologistes, de médecins, de physiciens, de géologues, il me semble qu'il pourrait être utile de créer un forum dont l'objet serait d'objectiver les résultats obtenus empiriquement. Veuillez croire, cher monsieur de Luzan, en l'assurance de ma gratitude pour l'amélioration sensible de ma santé. Signé Hans Williamson. Donc il a été jury des prix Nobel de physique pendant plus de 20 ans. Voilà. Et il m'a dit, j'ai vu passer des dossiers qui traitaient de géobiologie, ou s'appelaient biophysique, ou impact des ondes sur la santé, mais c'était des disciplines qui étaient pluridisciplinaires, c'était ce qu'on appelle des disciplines transverses. Or, Nobel, qui fabriquait du TNT pendant la guerre, qui a voulu se racheter avec sa fondation, en fait, Nobel a écrit dans son testament qu'on ne pouvait délivrer des prix Nobel que pour des disciplines isolées. C'est-à-dire on peut récompenser la chimie, la physique, la médecine, la biologie, la paix, etc., mais pas les disciplines transverses. Or, la géobiologie, c'est une discipline transverse qui est inclassable. Donc c'est une nouvelle approche de la santé qui, en réalité, repose sur... la santé repose sur la génétique, les soins médicaux, l'environnement global et les comportements globaux. Nous, en tant que géobiologues, on s'intéresse plutôt à l'environnement immédiat des personnes et on s'intéresse au comportement individuel. On fait du micro et non pas du macro. Ensuite, cette discipline conjugue des connaissances à la fois en biologie, en géologie, en chimie et en physique. Et en géobiologie, on ne travaille que sur l'invisible, exclusivement sur l'invisible. On s'intéresse aux ondes, on s'intéresse aux champs magnétiques, on s'intéresse aux champs électriques, qu'ils soient d'origine naturelle ou d'origine artificielle. Et bien évidemment, quand on s'intéresse à l'invisible, tôt ou tard, on est obligé de se poser des questions d'ordre spirituel. On ne peut pas déconnecter la science de la spiritualité, ce que faisaient d'ailleurs les anciens quand ils s'appelaient alchimistes. Al, c'est Dieu, et Kenya, c'est la matière. Et à l'époque, avant le procès de Galilée, en 1633, on ne savait pas dissocier la matière de la spiritualité. On cherchait la pierre philosophale. Aujourd'hui, c'est fini. Depuis le procès de Galilée, on a séparé. Les alchimistes sont devenus chimistes. Et on a bazardé tout ce qui est spiritualité, âme, esprit. Mais je pense que c'est à nous de faire un effort pour aller au-delà.
Alors souvent en clientèle, j'entends, mais si la géologie existait, ça se saurait. Mais ça se sait depuis longtemps. Puisque on parlait du Kanyu il y a 4000 ans au Japon, c'est l'énergie, c'est l'ancêtre de la géologie, qui a été suivi par ou précédé par le Vastu Shastra en Inde, qui est mentionné dans les Vedanta. Ça s'est transformé en Feng Shui, on écrit Feng Shui qui veut dire vent et eau. Et puis c'est devenu la géologie. Et Hippocrate, qui reprend des couleurs, avait écrit en 430 avant Jésus-Christ Peri, Aeron, Udaton, Topon. Alors Peri, autour d'eux, à propos d'eux, Aeron, les airs, Udaton, les eaux, et Topon, qui est le pluriel de topos, qui, comme vous le savez, veut dire le lieu. On parle de topographie. Donc, en substance, que disait Hippocrate il y a 2500 ans? Il y a 2500 ans. Il disait, celui qui s'enquiert de la santé de son prochain doit prendre en compte non seulement sa constitution, et il parlait des tempéraments hippocratiques, mais il doit prendre en compte l'air qu'il respire. Effectivement, on sait que si on est privé d'oxygène, on meurt en 3 minutes. Deuxièmement, il dit l'eau. Effectivement, si on est privé d'eau pendant 3 jours, on meurt. Et troisièmement, on s'attend à ce qu'il parle de l'alimentation. Maintenant, il parle du lieu. Il disait, c'est important de ne pas dormir sur un cours d'eau souterrain. Mais à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi. On va y venir, je vais vous expliquer. Dans le mot Feng Shui, il y a vent et eau. Les Chinois eux-mêmes disaient, il ne faut pas dormir sur les veines du dragon. On ne savait pas pourquoi. On savait qu'on tombait malade à la verticale des veines du dragon, c'est-à-dire à la verticale du cours d'eau souterrain, mais sans comprendre. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Donc, nous sommes finalement, aussi bien Roger et vous tous que nous-mêmes, complètement dans la lignée d'Hippocrate, la santé par les moyens naturels, qui prend en compte la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le lieu. Et à l'époque, on parlait moins de l'aliment, bien qu'Hippocrate ait dit que ton aliment soit ton médicament. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tout était bio. Il n'y avait pas les OGM, il n'y avait pas le poulet au chlore, il n'y avait pas le bœuf aux hormones. Donc ce n'était pas une préoccupation majeure. Il y avait des disettes, c'est sûr. C'est ce qui a amené les Grecs d'ailleurs à envahir la Sicile et l'Italie du Sud, parce que parfois les récoltes étaient mauvaises, il n'avait pas assez plu. Mais au moins tout était bio. Aujourd'hui, je crois qu'Hippocrate aurait encore plus de travail qu'à l'époque. Et il faut bien se souvenir qu'Hippocrate est mort à l'âge de 83 ans, à une époque où l'espérance de vie était de 25. Donc il a fait, comme Roger est en train de le faire, il a fait la preuve de la pertinence de ses connaissances. Et Roger, j'espère que tu vivras plus vieux que René Jacquier, tu as un record à battre. René Jacquier, le père du Bolder Jacquier, que tu connais bien, est mort à 99 ans, et sa mère, qui avait des cancers du sein depuis 30 ans, est morte à 97 ans. Alors il y a 2 records à battre, et je compte sur toi pour le faire. Je te remercie, je ferai tout mon possible. Alors, la sorcellerie, en fait, les sorciers, ça a commencé il y a très longtemps. Ça, c'est une gravure qui est tirée du Spéculum, qui date de 1700. Vous voyez ici un monsieur avec des baguettes. Il cherche les cours d'eau souterrains. En pointillé, ici, vous avez les veines d'eau souterraines. Et le but, comme on le voit ici, c'est d'implanter un bâtiment. C'est pour ça qu'ils ont planté des pieux. Alors, j'entendais à la télévision monsieur Lascience, qui existait il y a une vingtaine d'années, qui expliquait aux téléspectateurs ce qu'ils avaient le droit de penser. Et M. Lascience disait que les sorciers, c'était de la charlatanerie. Comme Georges Charpak, qui a reçu un prix Nobel et qui disait les astrologues, les astrologues, il disait, on est dans le même bateau, hein, Monique. Les astrologues, les sorciers et je ne sais plus quoi, sont tous des charlatans. La preuve, dit-il, c'est que je pourrais faire illusion dans chacun de ces domaines. Comme si le fait qu'il puisse y avoir des charlatans quelque part était la preuve que tout le monde l'était. Bon. Mais ce monsieur a oublié une chose, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui en train de parler de géologie, c'est parce que tous nos ancêtres, soit vivaient sur des lacs au bord des rivières, mais aussi et surtout parce qu'ils ont su utiliser l'art du sorcier pour savoir où creuser, et faire ensuite venir le puisatier qui creusait le puits, faisait la margelle, etc. Il ne faut pas oublier que l'adduction d'eau, c'était entre 1930 et 1950, c'est l'invention du château d'eau. Avant le château d'eau, il fallait aller au puits. Les toilettes étaient au fond du jardin. Vous sortiez de la gare Saint-Jean à Bordeaux, vous aviez une publicité peinte sur les hôtels, c'est hôtel tout confort, eau chaude et eau froide à tous les étages. Et là-haut, en général, il y avait des brocs, des cuvettes. Vous preniez de l'eau en bas, vous montiez les escaliers, vous remplissiez et vous faisiez votre toilette comme ça. D'accord? Donc c'est récent.
L'eau d'adduction, c'est récent, 1930 à 1950. Que faisait-on avant? Sourcier. Donc voilà un monsieur qui va dire officiellement à la télévision que les sourciers sont des charlatans, alors que depuis Touma, il y a 7 millions d'années, c'est grâce à l'art de la sorcellerie, pour la plupart, que nous avons pu prospérer, proliférer sur cette planète, et puis en parler aujourd'hui. Bon, donc cette dictature scientifique est tout à fait inconvenante, pour ne pas utiliser des mots plus durs. Il y a quelques années, au début des années 2000, je faisais l'expertise géologique d'un moulin templier en Charente. Et puis, je suis un maniaque de la gommette. Je colle des gommettes, des bleus, des rouges, des marrons. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai un cours d'eau devant moi, je colle une gommette bleue à la verticale de chaque rive pour ensuite mesurer, après avoir fait le plan de la maison. Par exemple, j'ai une antenne de l'échelle ici. Là, ici, j'ai les bords d'un cours d'eau. Là, je suis une rive. Là, j'en suis une autre. Voilà. Et donc, ici, je vais mettre une gommette bleue à l'intersection des bords de cours d'eau sur les murs. Et au moment où j'allais coller ma gommette bleue sur le mur, je vois une croix templière ici. Elle était à peine effacée. L'autre rive était là. Je n'allais pas coller une gommette dans le vide, donc je l'ai posée par terre. Et en levant la tête, j'ai vu une autre croix templière. Et ça m'a quand même étonné. J'en ai parlé au propriétaire. Les enfants étaient là. Quelques heures plus tard, j'entends « Papa, papa » dans les étages. Les enfants avaient trouvé des croix templières dans les étages. Et quand on a reporté à la verticale ces indices par rapport au plan à l'échelle que j'avais réalisé, on s'est aperçu que le tracé était identique. C'est-à-dire que la période du temps, c'était entre 1112 et 1300, entre 1119 et 1312. Et pendant ces 2 siècles, les Templiers connaissaient la géologie, comme on le voit à travers les églises templières. Et la question que je me posais, mais pourquoi ont-ils éprouvé le besoin de mettre des croix templières à la verticale des rives du cours d'eau, alors qu'il y a un puits dans le moulin templier, un puits à l'intérieur? Donc, mon interprétation, c'est qu'il éprouvait le besoin de baliser ces trajectoires de veines d'eau, non pas seulement pour trouver de l'eau à boire, mais pour éviter de se placer dessus. Donc ces gens-là connaissaient la géologie, comme j'ai pu le vérifier, à travers l'expertise des commanderies templières et à travers les églises romanes et cathédrales gothiques, dont bien souvent les Templiers étaient les maîtres d'œuvre. Alors les Templiers ont cumulé le savoir des sorciers, le savoir hippocratique, et puis surtout ils étaient sur la route de la soie, c'est-à-dire cette route de commerce international qui passait par le krach d'Antioche. Et au niveau du krach d'Antioche, ils étaient en lien avec le feng shui qui venait de Chine. Ils ont pu échanger, puis développer toute une technique à partir de là, qui leur a servi à construire, à concevoir, à mettre en œuvre les églises romanes et cathédrales gothiques. Alors, la géologie est compatible avec toutes les formes de médecine. Si vous allez voir un très bon spécialiste, dans quelque domaine que ce soit, mais que le soir vous allez vous coucher sur une zone pathogène, par exemple un croisement de failles, aucun soin ne pourra tenir. Vous pouvez avoir le meilleur spécialiste du monde, aucun soin ne peut venir. C'est pour ça, aucun soin ne peut durer. C'est pour ça que je dis, ce sont 2 jambes. Si vous voulez conserver l'équilibre, bien sûr une bonne nourriture, mais supposez que vous nourrissez correctement, toujours bio, équilibré, etc. Jamais d'alcool, etc. Faites de l'exercice, etc. Mais que le soir vous couchez sur une zone pathogène où vous allez passer le tiers de votre vie, 8 heures sur 24, vous n'allez pas rester en bonne santé durablement. Donc ce sont vraiment les 2 jambes qui vous permettront de conserver l'équilibre. Donc c'est compatible avec toutes les formes de médecine, quelles qu'elles soient. Mettre les gens en sécurité pour qu'ils puissent bénéficier durablement des soins. Alors la géologie, c'est une nouvelle lecture des maladies. Ici, on pourrait croire que c'est un grand ticket de métro, et non, en fait, ça représente un cours d'eau souterrain en bleu avec en marron l'exutoire d'une fissure du sous-sol, qu'on appelle abusivement une faille, alors qu'en géologie, on appelle ça une discontinuité du sous-sol. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec San Andreas. Et on verra que par ces discontinuités du sous-sol, on en verra la coupe tout à l'heure, il y a des radiations qui passent. Et ici, ce sont des couples en panne d'enfants. C'est-à-dire que si vous avez des radiations
qui passent au niveau utérin, même si l'œuf est fécondé, même si vous avez une réduction du nombre de spermatozoïdes, il y en a des millions. Et donc, très souvent, j'ai constaté que les femmes qui en étaient à leur 3e fécondation in vitro, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, on accusait le mari, disait oui, vous avez un sperme qui n'est pas terrible. D'ailleurs, c'est comme tous les hommes, c'est la faute aux bouteilles en plastique. D'accord? Bon, et en réalité, je sortais les personnes de la faille, et un mois après, la femme était enceinte. J'étais obligé de dire au mari que j'y étais pour rien. Et donc, il y en a des dizaines. Et mes élèves ont pu le vérifier à leur tour. Alors, ici, c'est la première expertise rémunérée que j'ai faite à Bordeaux. C'était un grenier qui avait été aménagé en chambre. Et il y avait là une petite fille qui dormait sur un nœud Hartmann, c'est un croisement d'un réseau dont on parlera dans quelques minutes, sur Faille, sur Cordeau. Et cette petite fille avait des migraines atroces, elle vomissait la nuit, et sa maman, qui était infirmière au CHU Pellegrin, en fait, travaillait la journée, et la nuit, elle était assise à côté de sa fille, parce qu'elle avait qu'une hantise, c'est que sa fille s'étouffe en dormant, parce qu'elle vomissait la nuit. Alors, en désespoir de cause, elle avait fait des électroencéphalogrammes, des échographies du cerveau, elle avait consulté des psychologues, et puis ça ne donnait aucun résultat. Donc, elle a entendu parler de moi, je l'ai placée ici en zone neutre, c'est-à-dire sur une zone saine. Le lendemain, plus de migraine. Elle a été guérie spontanément. Le lendemain, la nuit suivante, chez les enfants, c'est très rapide. Et puis alors, je vois ici un garçon, enfin, je ne vois pas un garçon, je vois un lit. Je dis, mais il y a quelqu'un qui dort là. Il dit, oui, c'est son frère. Mais lui, il a un nœud Curie sur le ventre, et le nœud Curie, qui est de nature magnétique, est plus agressif que le nœud Hartmann. Donc lui, il ne doit pas être en forme. Hein. Sa maman me répond, il est mou, mais il a toujours été comme ça. C'est son tempérament. Mais il va bien. D'accord. Et ça me turlupinait cette histoire, parce que j'avais appris, j'ai fait mon compagnonnage en France, en Belgique, en Suisse. J'ai suivi 15 séries de séminaires en géobiologie, bioénergie, en bioélectronique de Vincent aussi. Et donc, par rapport à tout ce que j'avais appris, je savais qu'un nœud Curie était plus agressif qu'un nœud Hartmann. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et le soir, le papa rentre du bureau, je repose la question, je dis, mais qui dort là? C'est votre fils? Comment va-t-il? Bah, il est nonchalant, mais c'est son tempérament, on ne changera pas. Et en fait, il n'y a qu'une chose qui nous surprend, c'est que tous les matins, il se réveille à côté du lit. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant ne reste pas à sa place dans le lit, ça arrive souvent pour les bébés. Vous savez, parfois un bébé, vous le couchez à un endroit, puis vous le retrouvez le lendemain matin recroquevillé à l'autre bout du lit. Qui a vu ça? Vous avez vu ça? Voilà. Eh bien, souvent, le bébé, ou l'animal, sentent que le lieu est perturbé, il n'arrive pas à trouver le sommeil, alors il se bouge, il se bouge, il se bouge. Et c'était le cas de ce petit garçon, qui n'arrivant pas à trouver le sommeil, bougeait tellement qu'il se réveillait à côté du lit tous les matins. Et c'est probablement ce qui le sauvait. Alors ça, c'est exemple de cancer du sein. Alors c'est Hartmann sur Faille. Il y a 23 ans, non, c'est plus que ça, c'était en 93, mois de mars 93. Je reçois un appel d'un médecin, Dr Cobarus, à Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux, qui me dit « J'ai une cliente qui est fichue, elle a subi 2 opérations chirurgicales à la suite d'un cancer du sein, elle a reçu 2 protocoles de chimiothérapie, et actuellement, elle est perdue, donc on l'a laissée rentrer chez elle, elle a à peu près 1 mois d'espérance de vie, et elle ne reçoit que de la morphine. Tentez votre chance. » Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'une fenêtre était ouverte, qu'une voiture était garée. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un dans la maison. Donc je sonne. Personne ne répond. Je sonne à nouveau. Au bout de 10 minutes, j'entends des savates qui traînent sur le sol. J'ai la porte qui s'entrouvre. Je vois un cadavre qui m'ouvre la porte. Le teint jaune cireux, le visage creusé. Et je lui dis, bonjour, je viens de la part du docteur Cobarus. Et cette femme dit, faites, faites. Et elle est allée s'affaler dans son fauteuil. Elle était complètement ensuquée avec des hautes doses de morphine. Alors je mets son lit je lui dis, Josiane,
je m'adresse à elle à la fin de l'expertise. Je dis, vous savez, votre lit, il est très très mal placé. Il y a un grand cours d'eau qui vous traverse, qui passe sur la tête de votre mari, et avec un croisement au niveau du sein. Tant que vous restez là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas possible de guérir. Donc je lui ai trouvé un espace en zone neutre du côté de la rue. Alors c'était une zone pavillonnaire, vous savez, avec de la circulation le matin et le soir à peu près à la même heure, mais la nuit c'est calme. Et je lui ai dit, Josiane, dès ce soir, vous ne cherchez pas à comprendre, vous dormez là. 3 semaines après, je suis revenu la voir. Elle marchait, elle commençait à parler normalement. Et puis j'ai commencé à lui faire des séances de bioénergie. Je suis aussi médecin de médecine chinoise avec un tampon de Beijing. J'ai un idéogramme sur mon diplôme parce que ma formation parisienne a été validée à Pékin. Et donc j'ai utilisé la médecine chinoise pour relancer son énergie sur les 12 sphères du méridien énergétique, ouvrir ses chakras, dilater ses voies lymphatiques, et par biorésonance à l'antenne de l'échelle, en la reliant avec un fil conducteur et une masselotte qu'elle tenait dans la main. Je lui ai donné cette masselotte qu'elle tenait dans la main, mais avec un fil beaucoup plus long, parce que celui-ci n'était pas assez long. Ces bulles d'énergie, qu'on appelle les biochamps, étaient complètement excentrées. Donc le fil n'était pas assez long. Et elle était reliée à l'antenne, et j'ai passé mon antenne sur des oligoéléments, de l'homéopathie, des minéraux, des plantes, de l'herboristerie, de la phyto, des huiles essentielles, des fleurs de bac, des chromos, de la couleur, des diapasons. Et à partir de ce que son corps réclamait, puisque c'est par biorésonance, à chaque fois qu'elle avait besoin d'un produit, l'antenne plongeait, c'est son corps qui appelait ces produits. Eh bien, je lui ai fait des recommandations, puisqu'on n'a pas le droit de parler de prescription, bien sûr, hein, aucune allégation santé. Et puis petit à petit, elle a repris son boulot. 6 mois après, avoir repris son travail, elle devient chef de service. Et je suis invité au mariage de son fils Christophe. Son fils Christophe vient me voir et dit « Monsieur Duisan, on sait ce qu'on vous doit. » Ça fait chaud au cœur. Et puis, il s'écoule 15 ans, et une fois, j'ai fait des courses dans un hypermarché à Saint-Médard-en-Jalles, centre Leclerc. Une fois. Je ne suis pas un habitué des caddies, j'ai horreur de ça. Et je ne suis pas un bon mari. Hein. Et donc, j'ai une femme qui me fait des grands signes. Alors je me retourne, apparemment il y avait personne derrière, donc c'est moi qu'elle visait. Et elle vient vers moi, elle me dit « Monsieur Duisan, vous me reconnaissez ?» J'ai dit, elle a vu que ce n'était pas le cas, elle dit « Josiane Soulas ?» Je dis « Oui, Josiane, mais bien sûr, Josiane. Ça fait un moment que je cherche à vous joindre, parce que j'ai un nouveau cancer. Cette fois à la thyroïde. » Alors je dis, mais Josiane, vous dormez toujours dans la zone neutre que je vous ai indiquée il y a plus de 10 ans? Elle dit non, pas tout à fait, parce que Christophe s'est marié, mon mari qui croyait en rien, qui avait une faille qui lui barrait le cerveau, il est devenu fou, il n'a pas voulu quitter le lit, il est enfermé à Charles-Perrins, depuis le mort d'ailleurs. Les radiations ont flingué son cerveau. Et donc, la maison étant trop grande pour moi, j'ai déménagé. Et donc j'habite aujourd'hui un appartement à Codéran, au 35 rue Jude, et c'est là que je vis. Et c'est là qu'on m'a découvert un nouveau cancer. Alors je dis, mais j'arrive. Et je vois qu'elle dort à nouveau sur une zone cancer, au niveau de la gorge cette fois. Donc je la mets en sécurité, et elle guérit spontanément, pour la 2e fois. Elle va à Bergognier, centre anticancéreux, elle leur dit, mais à votre avis, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui explique ma guérison? Parce que je ne recevais que de la morphine. Alors la réponse qu'il lui a donnée est la suivante, prenez des notes, hein, surtout, c'est un effet retard de la chimiothérapie. Un effet retard. Ah, oui. Voilà. C'est-à-dire vous donnez de la chimio, ça ne marche pas, c'est quand vous arrêtez. Vous avez compris? Alors, ici, c'est un autre cas, c'était au nord d'Orléans, une jeune fille de 13 ans avec un angiome sur la cuisse. Vous savez ce que c'est un angiome? C'est une pelote variceuse. Donc elle avait un corps d'enfant de 13 ans, normal. Et puis là, une balle de tennis toute boursouflée avec des varices, un truc pas beau à voir. Et là je remarque qu'elle dort sur un croisement de ce qu'on appelle en géobiologie le grand réseau diagonal, qui est un réseau de nature électrique et qui croise précisément à cet endroit de sa cuisse. C'est là qu'on a les AVC,
accidents vasculaires cérébraux, quand c'est au niveau de la tête. C'est là qu'on a les morts subies du nourrisson. C'est là qu'on a les exostoses, excroissance osseuse, double tête humérale, côte qui vient en débord des autres, etc. En fait, ce croisement est de nature électrique et il provoque une surmultiplication des cellules saines, mais à un échelon très localisé. Alors la médecine pense que c'est des virus. Et un jour, j'ai été appelé chez un jeune garçon qui avait de grosses migraines, et à la suite d'échographies, IRM, scanners, etc., il ne comprenait pas. Donc ils ont fini par conclure que cet enfant était victime de vers. Il devait avoir des vers dans le cerveau, et donc ils l'ont traité au vermifuge. Et moi j'étais chez lui, j'ai vu qu'il dormait la tête sur une feuille. Mais pour la médecine, il avait des vers dans le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors, nous étudions l'impact des rayonnements naturels et leur influence sur le vivant. Alors bien sûr, on tient compte du soleil, puisque le soleil c'est une bombe thermonucléaire qui scotche des atomes d'hydrogène pour donner de l'hélium. Il en résulte le vent solaire. Dans le vent solaire, il y a des corpuscules, c'est-à-dire des petits corps, protons, neutrons, électrons, et puis des ondes électromagnétiques qui sont plus ou moins filtrées par l'atmosphère terrestre, alors que des corpuscules rebondissent sur le bouclier magnétique terrestre, les deux ceintures de Van Allen. Ces rayonnements, on connaît la lumière bien sûr, on connaît les infrarouges, on connaît les ultraviolets, les X et les gamma, ils sont plus ou moins filtrés par l'atmosphère terrestre, mais vous savez que si vous restez trop longtemps exposé au soleil, vous pouvez attraper un cancer de la peau. Bien, donc bien sûr on s'intéresse au soleil, on fait attention de ne pas s'exposer comme ça inutilement. Il y a une chose qui est excessivement importante, c'est un des grands secrets de la vie, peut-être le connaissez-vous déjà, mais en tout cas vous n'aurez pas perdu votre temps en venant ici. Il faut savoir que depuis 1752, quand Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre, on a compris que le rayonnement solaire traversait une couche de l'atmosphère qu'on appelait depuis ionosphère, parce qu'elle ionise le rayonnement. Ce rayonnement est positif. On le détecte à l'antenne de l'échelle à 12. C'est-à-dire que quand j'oriente là, voilà, ici il en passe, il en passera un peu plus dehors, c'est très traversant. C'est un rayonnement qui, étant de signe plus, va attirer les charges négatives qui viennent du sol. Quelles sont les charges négatives? Les électrons. Et le problème, c'est que ce rayonnement positif attire les électrons qui sont contenus dans le sol, seulement voilà, l'air sec est isolant électriquement. Donc les électrons ont du mal à monter. C'est la raison pour laquelle on a inventé le paratonnerre pour permettre à ces électrons, bien que l'air sec ne soit pas conducteur électriquement, de monter à la rencontre du rayonnement cosmique qui, lui, a la polarité inverse. Et donc, il y a une amorce montante. Après, on vous dit, les jours d'orage, ne vous tenez pas sous un arbre. Parce que il se passe la même chose qu'avec un paratonnerre au niveau des arbres. C'est-à-dire les électrons montent à la rencontre du rayonnement cosmique par les arbres. Donc vous avez une amorce montante, et quand il y a un excès d'électrons en haut, il y a une amorce descendante, et quand les deux se rejoignent, vous avez un canal conducteur dans l'air, et ça se traduit sous forme de quoi? D'éclairs. Voilà, la foudre. C'est-à-dire les électrons qui sont montés au détail retournent en vrac au sol à travers l'éclair. Alors ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes debout, vous êtes canal, à condition de ne pas être isolé du sol électriquement. Les Américains appellent ça le earthing. Earth, la Terre, earthing, c'est le fait d'être connecté à la Terre. Alors je vais vous donner tout de suite un grand secret. Notre vitalité est entretenue par ces électrons qui montent à la rencontre de l'ionosphère. On verra, à travers cette conférence, vous verrez, avec Roger, comme le disait d'ailleurs Louis-Claude Vincent, l'électron c'est la vie. L'électron c'est la vie. Notre vitalité, nous la tirons d'un courant électrique, c'est-à-dire d'un déplacement de l'électron. Alors, il est important de faire attention aux chaussures que l'on a sur soi. Alors, le caoutchouc noir, quand il est mat, n'est pas brillant. Parce que quand il est brillant, c'est qu'il réfléchit les photons. Bon, quand il est mat, il fait moins d'obstacles. Alors, quand j'achète des chaussures, c'est à l'antenne de l'échelle, d'accord ? La première chose que je fais, c'est de prendre une spatule biseautée et d'enlever des coussinets de confort et la colle. J'ai appris depuis qu'il ne fallait pas le faire sur le canapé.
Bon. Ça m'a valu une scène de ménage. Mais bon. Donc, j'achète des semelles qui valent vraiment pas cher, moins de 10 €, de la même taille que ma pointure, avec du cuir sur le dessus et du caoutchouc noir mat en dessous. Quel est mon but? C'est de ne pas être isolé du sol, de rester en permanence connecté à la Terre et de faire en sorte que les électrons montent par moi. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi on dit que quand on est malade, il faut marcher pieds nus dans la rosée. Parce qu'un sol humide, avec de la rosée ou après la pluie, est conducteur. Donc, si vous voulez vous soigner, il va falloir que vous emmagasiniez de l'énergie. Donc vous allez être debout et marcher pieds nus sur un sol humide qui est plus conducteur. Donc à ce moment-là, les électrons vont passer par vous à la recherche du rayonnement cosmique qui est en haut. Alors vous remarquerez qu'on dort plus facilement allongé que debout. C'est-à-dire quand vous êtes debout, vous recevez de l'énergie, vous vous réveillez, alors que quand vous êtes allongé, c'est plus propice au sommeil, mais vous êtes moins paratonnerre. C'est plus difficile de dormir debout. Il faut venir à mes conférences pour ça. Alors, ça c'est très important d'être connecté. Alors quand on fait venir des containers entiers avec des baskets importées du Vietnam, il ne faut plus s'étonner que les jeunes ils ne jouent que des pouces et qu'ils ne veulent pas tenir une pelle. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie. D'accord? Il ne faut pas être coupé du sol. C'est un des grands secrets d'existence. Bon, l'idéal c'est d'être chaussé comme en Afrique centrale ou comme les Indiens d'Amérique avec des peaux de bêtes fines. Alors certains qui ont fait des études de marché sont venus d'Afrique en disant il n'y a rien à faire là-bas, ils marchent pieds nus. Alors on fait une contre-expertise et le nouvel expert il dit il y a tout à faire là-bas, ils n'ont pas de chaussures. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de sérieuse, plus importante, c'est la structure du globe. Alors il y a au centre la graine, qui est composée de fer et de nickel, le noyau, oui effectivement, le noyau interne, qui est composé de fer et de nickel. La température est énorme, c'est 5500 degrés, la pression considérable. Ensuite, vous avez le noyau externe, qui lui est un peu moins chaud, il est entre 5500 et 3600 degrés, et lui, à la différence du noyau interne, il est liquide. Alors comme la Terre tourne, ça c'est un scoop, notez bien, la Terre tourne, il n'est pas toujours très rond. Le noyau interne tourne plus vite que le noyau externe. Le noyau externe, il est à la ramasse, comme on dit, il n'arrive pas à tourner aussi vite. Donc il y a friction entre le noyau externe qui est liquide sur la graine qui est solide. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Et l'effet dynamo, au centre du globe, génère le champ électrique terrestre parce qu'il y a abrasion d'électrons en quantité phénoménale, ça crée le champ électrique terrestre qui, à son tour, génère le champ magnétique terrestre. Et vous avez entendu parler du bouclier magnétique terrestre, avec les deux ceintures de Van Allen, une à 3500 km, l'autre à 20 000. C'est ça qui nous protège des corpuscules qui viennent du Soleil. S'il n'y avait pas les deux ceintures de Van Allen, la vie ne serait possible que dans les profondeurs océaniques, mais pas sur la Terre, même pas sur la plateforme continentale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce bouclier magnétique qui fait que les corpuscules ricochent, sont bloqués par le bouclier magnétique terrestre. Mais ce bouclier magnétique terrestre est dû à la friction entre le noyau externe et la gamme. C'est donc important. Certains scientifiques se demandent ce qui se passera si, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, il y a inversion de la polarité. Vous savez qu'à différents moments de l'histoire, le pôle Nord est passé au Sud et réciproquement. On voit ça en faisant des carottages dans les glaces. Et ils se disent, est-ce que par hasard, au moment où il y a bascule, est-ce que les deux ceintures de Van Allen vont subsister? Parce que si les deux ceintures de Van Allen ne subsistent pas, à ce moment-là, les corpuscules risquent de mitrailler toute forme de vie en cassant les noyaux d'ADN et en éteignant toute vie végétale et animale jusqu'à une certaine profondeur océanique. Donc c'est une question. Mais l'essentiel qui va nous permettre de comprendre quelle est la dangerosité liée au cours d'eau, c'est ce qui suit. Ici, vous avez ce qu'on appelle le manteau, c'est-à-dire le magma, sur une profondeur de 2870 km. Alors pendant longtemps, on s'est dit, bon, le magma est semi-liquide, c'est de là que vient la lave volcanique. La lave est à 1170 degrés parce qu'elle a refroidi dans la cheminée. Et là, on a des températures allant de 2500 à 3600 degrés. 2500 ici, 3600 au contact du noyau externe.
Et pendant longtemps, on connaissait que Gay-Lussac. Vous savez, ce savant du 19e, là, du début du 19e, qui avait établi la relation entre la température et la pression. On peut vérifier d'ailleurs, quand on gonfle son vélo, quand on met de la pression, ça chauffe la pompe dans la main. Et donc on imaginait que si le magma était liquide, ou semi-liquide, et chaud, c'était du fait des lois édictées ou du théorème de Gay-Lussac. On a cru ça pendant longtemps, puis en même temps on se disait, ici on dit que la graine est solide du fait de la pression, et là on dit que le magma est liquide à cause de la pression. Il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas dire tout et son contraire en même temps. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est Marie Curie qui nous a enseigné pourquoi ça n'allait pas. Marie Curie nous a enseigné la radioactivité. Vous savez, cette femme d'origine polonaise qui a eu 2 prix Nobel dans sa vie. C'est la seule femme à ce jour qui a eu 2 prix Nobel. Eh bien, elle nous a expliqué que c'est la radioactivité de l'uranium, due à la décomposition de l'uranium, qui se décompose en protactinium, en astate, en francium, en radium, en radon-222, en polonium, en bismuth, et que le plomb était la dernière étape de la désintégration radioactive. Et on a compris depuis Marie Curie que si le magma était en fusion, fusion au sens liquide, parce qu'en réalité c'est une bombe à fission au plan radioactif, et bien que c'était comparable à Hiroshima ou Nagasaki, vous savez, Little Boy, la bombe larguée par les Américains, mais à plus grande échelle, et qu'il en résultait beaucoup de chaleur, mais aussi des radiations. Des radiations. Alors il se trouve que l'écorce terrestre qui est ici en surface est très fine par rapport au rayon de la Terre. En moyenne, l'écorce terrestre c'est 40 km seulement. Le rayon de la Terre c'est 6370 km. Donc si vous faites le rapport entre l'écorce terrestre et le rayon de la Terre, vous arrivez à peine à 0,6%. Dit en clair, l'épaisseur de l'écorce terrestre est plus fine que le papier de la cigarette, toute proportion gardée. Donc vous comprenez que nous qui vivons sur cette écorce qui flotte sur la roche en fusion, on soit évidemment sensible à ce qui se passe en dessous. Et notamment, lorsque vous dormez à la verticale d'un cours d'eau, il y a des fissures dans le sous-sol par où passent les radiations. Alors ce que je dis n'est pas tiré du chapeau. La NASA a lancé en 1991 un satellite avec 4 capteurs qui a mesuré le niveau de rayonnement gamma émanant de la Terre, non pas du cosmos, mais de la Terre. Donc il y a 4 capteurs, OS, Comptel, EGRET et BATSE, qui mesurent le spectre des ondes entre 10 puissance 19 Hz et 10 puissance 21, et qui a objectivé le fait qu'il y a du rayonnement gamma en provenance de la Terre. Par où passe ce rayonnement gamma? Ça, c'est la question clé. Au niveau des volcans. Alors, j'ai fait partie de la Société géologique de France, j'ai cherché des études, je me suis adressé au centre de documentation. Aucune étude n'a été faite, soi-disant, sur la radioactivité qui émane des volcans. Aucune. Soi-disant. À mon avis, c'est top secret. J'étais en Islande, vous savez, sur le rift qui est dans le prolongement de la dorsale atlantique, et j'ai mesuré des niveaux de radioactivité au niveau du rift étonnants, relativement élevés. Vous savez, c'est là où il y a aussi des aurores boréales, parce que le champ magnétique terrestre se resserre, et ces belles draperies que vous voyez dans le ciel, en réalité, c'est la collision des corpuscules solaires avec le bouclier magnétique. Donc, les pilotes de long courrier, quand ils relient Paris à Fairbanks ou Vancouver, ils ne traversent pas en ligne droite. Pour eux, le plus économique en kérosène serait de passer au-dessus des pôles. Ils font surtout pas ça. Ils contournent les pôles. Sinon, ils se prendraient des niveaux de radioactivité insupportables. Ils n'atteindraient pas l'âge de la retraite. Donc les Allemands, les Italiens, les Français contournent les pôles. Ils ne passent jamais en direct. Bien. Et donc, il y a la radioactivité qui vient du ciel, c'est le cas présent dont on parle. Et puis, il y a celle qui sort par les fumerolles. J'ai testé avec des compteurs Gégère. L'eau qui sortait, vous savez, les fumerolles, là, ça fume, il y a des jets d'eau, des petits trous, pour ceux qui étaient en Islande. Hein. L'eau elle-même n'est pas radioactive. En revanche, il y a du rayonnement gamma qui fuse par les petits trous. Beaucoup de rayonnement gamma qui fuse par les petits trous. Et donc,
Ce satellite a fonctionné de 1991 à l'an 2000, pendant 9 ans. Puis à un moment, il a arrêté de parler. Alors, venons maintenant aux maisons. On va commencer à comprendre pourquoi un cours d'eau, c'est dangereux. Vous avez sous l'écorce terrestre qui est très fine, du rayonnement gamma qui est émis par la décomposition de l'uranium. Et comme l'écorce est très fine dans le bassin aquitain, vous savez, bassine, aquitain, aqua, c'est la terre de l'eau. Déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Et on s'aperçoit que l'eau, elle sort à 64 degrés à Dax, station thermale, première de France. Elle sort très chaude à Barbotan-les-Thermes, à Eugénie-les-Bains. Les villes construites sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux, que sont Senon et Lormont, sont chauffées par géothermie. Les barres d'immeubles tirent leur chauffage et l'eau chaude sanitaire de celle qui est chauffée naturellement par le magma. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire une préconisation à tous les ministres du gouvernement Macron. Je leur ai écrit, plutôt que de démanteler les centrales nucléaires, ce qui est un mythe total, c'est bon pour les journalistes, ça amuse le grand public. Mais je leur dis, EDF a 57 milliards d'euros de dette. EDF ne sait pas où trouver les 50 milliards nécessaires au grand carénage pour la mise à niveau des 58 réacteurs existants. Et vous voulez qu'en plus on dépense de l'argent pour démanteler des centrales? J'ai dit, mais attendez, il n'y a rien, c'est un investissement à pure perte. Une fois que vous aurez démonté la centrale, vous avez quoi en retour sur investissement? Rien du tout. Alors déjà, qu'on n'arrive pas à payer le grand carénage, où va-t-on trouver les fonds pour le démantèlement des centrales? C'est une absurdité. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième, c'est qu'on va mettre en danger la santé et la vie des travailleurs du nucléaire, qui vont passer au moins 10 ans pour démanteler une centrale avec des matériaux radioactifs. Mais ce n'est pas la seule. En fait, où est-ce qu'on va mettre les déchets supplémentaires? Déjà qu'on ne sait pas quoi faire des déchets actuels. On va sortir des milliers, des millions de tonnes de béton et de fer à mélanger, on les met où? Il va falloir que le tapis soit haut. Donc, on ne sait pas non plus ce qu'on va faire des déchets. C'est une absurdité, le démantèlement des centrales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je leur ai écrit, il ne faut pas démanteler les centrales. Il faut les convertir. Oui, mais comment? Ben, comme en Islande. Vous videz la piscine, vous vendez les crayons d'uranium à la Chine et l'Inde qui ne demandent que ça. Vous faites un forage profond à l'intérieur de la centrale. Aujourd'hui, on sait forer à 4 km et même à 8 avec l'assistance informatique. Et vous faites descendre de l'eau froide et elle remonte très chaude puisqu'on se dirige vers 2500 degrés. Il suffit de 300 degrés pour avoir la vapeur sous pression pour faire tourner les pales des alternateurs qui sont déjà existants et en place. Donc, vous videz la piscine, vous vendez les crayons d'uranium, vous faites un forage profond, vous avez de l'eau à 300 degrés, vous la pulvérisez en direction des pales du rotor, là, et vous fabriquez de l'électricité. Arrêtez avec le nucléaire. Songez qu'un drone avec 40 kg de TNT, ça fait péter une centrale. Si l'islam s'y intéresse, c'est une catastrophe. Demain, vous allez acheter vos tomates avec un compteur Gégère. D'accord? C'est une absurdité. La France, qui est la première destination touristique au monde, est-ce que vous croyez qu'elle va le rester s'il y a un des réacteurs qui entre en fusion? D'autant qu'on ne sait pas arrêter la fusion d'un réacteur. Regardez, à Fukushima Daiichi, il y a 3 réacteurs qui nous envoient de l'iode 131 en permanence. Ça fait le tour du monde. Ça continue tous les jours. Derrière le rideau de l'actualité. Regardez à Tchernobyl, on était obligé de construire la grande arche, et on sait que dans 100 ans, il va falloir en construire une nouvelle en remplacement. On ne sait pas arrêter un réacteur nucléaire en fusion. Donc il ne faut pas démanteler les centrales. Il faut les convertir en géothermie profonde. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de trouver de l'uranium. Il n'y a pas de risque d'explosion, et c'est une énergie infinie. La Terre, elle a 4,6 milliards d'années, elle a une espérance de vie de 5 milliards. Il y a longtemps que l'humanité aura disparu. Certains, d'ailleurs, écrivent « l'humanité va disparaître, bon débat ». Bon. On est d'accord, à condition que ce ne soit pas nous. Alors donc, ces radiations qui viennent du magma, lorsqu'un cours d'eau creuse, en fait, la Terre se resserre au-dessus, parce qu'il y a la pression latérale. Quand j'étais en Islande, il n'y a pas tellement d'arbres, à part ce que les hommes ont créé, ont planté récemment. Mais
vous avez des montagnes tabulaires, puisque les sommets ont été rasés par les glaciers. Et puis, de temps en temps, vous voyez un cours d'eau qui circule à 3 mètres de profondeur, pas très large. Et avant, c'est tapissé de mousse, et après, c'est tapissé de mousse. C'est-à-dire que, en fait, la terre se referme au-dessus des cours d'eau. Et quand ça se referme, la végétation s'y met, vous ne voyez plus rien. Mais le cours d'eau continue à creuser. Il ne faut pas devenir paranoïaque et se dire « J'ai 6 vannes d'eau sous ma maison, et elles sont arrivées après que j'ai construit. » Non. Il y a longtemps que les vannes d'eau souterraines creusent. Et donc les cours d'eau souterrains ont une largeur en moyenne de 70 à 120 cm le plus souvent. Ils ne sont pas très larges, et c'est ça qui justement permet que la terre s'éboule au-dessus et qui continue à creuser en dessous. Mais ces endroits-là, c'est des passages de moindre résistance pour le rayonnement gamma qui vient du magma en fusion. Comment je m'en suis rendu compte? D'abord, j'étais officier d'enseignement de l'armée de l'air, dans une base, la base aérienne 118, et je m'occupais des questions nucléaires, parce qu'à la base aérienne 118, il y avait le Mirage 4 avec la bombe nucléaire. Et en tant qu'officier d'enseignement, j'étais formé par l'armée. Et donc, je connaissais tout ça. Et je me suis rendu compte que, ayant travaillé sur plus de 1500 cas de cancer, non pas dans un laboratoire chez FAO, mais chez les gens, là où ils passaient le tiers de leur vie. J'ai 2180 clients où j'ai passé une journée complète à faire des plans, et là-dessus, j'ai plus de 1500 patients atteints de cancer, envoyés par le corps médical. Et je me suis aperçu que les cancers n'apparaissaient pas nécessairement à la verticale de cours d'eau. Ce que disait le baron Van Paul, ce que disait le docteur Jacques Picard à Moulins dans l'Allier, ça n'était le cas qu'à une condition, c'est que les failles aient été creusées verticalement. Si les failles sont creusées verticalement, alors le rayonnement gamma fuse en plus forte intensité au croisement des deux vannes d'eau. Mais si les cours d'eau ont creusé en biais, je n'ai pas de rayonnement gamma entre les rives du cours d'eau, mais j'en ai à côté, en parallèle. Et les cancers apparaissent au croisement des failles, et non pas des cours d'eau. C'est donc une question de radioactivité. Et ça vient du magma en fusion, et c'est ce que vérifie le CGRO, le satellite lancé par la NASA. Et aujourd'hui, après 30 ans de métier, parce qu'à la différence du corps médical et de Big Pharma, moi je travaille là où le cancer se produit, j'affirme que le cancer a pour origine majeure la radioactivité. Majeure. Alors bien sûr, on sait que les femmes qui reçoivent une mammo annuelle ont plus de chances d'avoir un cancer du sein que les autres, c'est prouvé, étude canadienne. Bien sûr, on sait que les cabines UV où on bronze prématurément sont dangereuses au point qu'au Brésil et en Australie c'est interdit. En France on s'interroge. Même les ultraviolets sont dangereux. Bon. Un scanner délivre 10 ans de radioactivité naturelle en 10 minutes. 10 millisieverts, alors que la radioactivité naturelle au niveau de la mer, c'est 1 millisievert. Seulement là, c'est pas en un an, c'est en 10 minutes. Et ma belle-mère, qui est morte d'un cancer, a reçu 2 scanners dans sa dernière semaine de vie. Alors elle a dit au corps médical, mais attendez, vous connaissez la situation là. Pourquoi 2 scanners en une semaine? On lui a répondu, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, madame? C'est pas vous qui payez. Alors elle a dit, excusez-moi, mais je paye de ma personne. Et elle avait raison. Et elle est morte. Elle a pris ces 2 scanners et elle est morte. Bon, elle avait un cancer. Hein. Bon, j'ai découvert malheureusement la géologie après que mon père soit mort à l'âge de 66 ans. Il dormait sur une zone radiative au niveau de l'estomac. Et que mon frère Vincent soit mort à l'âge de 33 ans d'une maladie d'Auschwitz. Il dormait sur le même cours d'eau, un peu plus loin, un croisement de cours d'eau ici, et le cou a gonflé. Il est mort à 33 ans. Et c'est malheureusement, après ces décès-là, enfin malheureusement, ça m'a peut-être sensibilisé, je suis tombé sur un livre qui s'intitulait « Votre lit est-il à la bonne place ?» de Rémi Alexandre, vous avez peut-être découvert. Et c'est ce livre-là qui m'a amené à la géologie. Alors depuis, j'ai rencontré Rémi, on est devenus, non pas amis, puisqu'on ne se voit pas souvent, mais on a fait les expertises ensemble, on a comparé nos techniques, etc. Et c'est ça qui m'a lancé en géologie. Donc voilà, ça c'est le point important. Maintenant, on sait pourquoi il ne faut pas dormir sur un cours d'eau souterrain. Alors il y a des gens qui me disent, mais moi je dors très bien. Je dors comme une souche. Il n'y a qu'un truc, c'est le matin, j'ai même du mal à me réveiller. Et bien j'observe que ces gens, ils peuvent dormir sur un cours d'eau, mais que le cours d'eau les épuise,
Le cours d'eau sollicite leur défense immunitaire, et au lieu d'être reposés le matin, ils sont fatigués. Ils ne se réveillent pas de la nuit. Ils disent « Oh, moi je dors bien ». Ah oui, c'est sûr qu'ils dorment bien. À l'inverse, les gens que je mets en sécurité, en zone neutre, ils disent « Vous savez, depuis que vous êtes passé, moi je dors moins bien. Hein. » Bon, très bien. Et la forme, ça va? Ah oui, oui, la forme, oui, j'ai de l'énergie, c'est bon. Plus qu'avant? Ah oui, oui, ça c'est indiscutable, j'ai plus d'énergie qu'avant. Très bien. Et les douleurs? Quelles douleurs? Vous ne vous souvenez pas, quand je suis passé, vous avez mal ici, mal là, vous parliez même de fibromyalgie. Là, non, j'ai plus. Alors, il faut interroger les clients pour savoir comment ça va, parce qu'on se rend compte quand on tombe malade, mais on ne se rend pas compte quand on tombe guéri. Bah oui, on retrouve un état normal, donc il faut dire aux gens, mais vous ne vous souvenez pas, ça n'allait pas quand je suis venu. Ah bah oui, mais non, ça va, maintenant ça va. Mais je dors moins bien. Ah oui, vous êtes moins fatigué par le cours d'eau, et vous avez plus d'énergie, vous n'avez plus mal. Bon ben voilà. Alors il y a différentes sortes de fissures. Alors après on s'intéresse évidemment au champ magnétique terrestre. Mais tout le monde s'est servi d'une boussole. Il existe plusieurs réseaux électromagnétiques. Par exemple, le réseau Hartmann, qui est le plus connu, qu'on détecte ici à l'antenne de l'échelle à 12,2. Alors, j'ai un bord de bord, là, je suis ici, ça croise. Là, je suis ici, ça croise là, je continue là-dessus, ça croise là. Ça, c'est le réseau Hartmann de nature électrique, champ électrique terrestre. Ensuite, il existe d'autres réseaux. Alors celui-là, on peut le canaliser par effet de pointe. Vous savez, l'avantage des lits à Baldaquin, comme c'est un réseau de nature électrique, il obéit à l'effet de pointe. J'ai parlé tout à l'heure de la découverte en 1752 du paratonnerre par Benjamin Franklin. Ben voilà une des applications. Les lits à Baldaquin avaient trois utilités. La première utilité, à l'époque où il y avait peu de chambres et on était nombreux dans la chambre, il y avait le couple et les enfants dans la même chambre, c'est qu'on pouvait mettre des tentures, ça protégeait l'intimité. Pas forcément des cris, mais bon, de l'intimité. Après, ça protégeait un peu la santé parce que les nœuds Hartmann étaient canalisés à la verticale des pointes. Et puis troisièmement, à l'époque, il y avait le cheval central, pas le chauffage central. Donc, dans la grande salle, il y avait le chaudron, on entretenait le feu, on mettait l'eau du puits qui permettait de la purifier, et puis on mettait des légumes dedans, du pain, beaucoup de pain, 500 grammes par personne et par jour. Et puis, la nuit, on ouvrait les portes des chambres, parce qu'il n'y avait pas de radiateur dans les chambres. Et donc, on laissait la chaleur produite par l'âtre diffuser dans toute la maison. Alors, on laissait les portes ouvertes, mais quand même, certains soirs, ça caillait, alors on avait inventé les chaufferettes. Il y en a qui ont connu les chaufferettes, vous savez, c'est... On met des bassinoires, on appelle ça les bassinoires. Des bassinoires, voilà, c'est ça. Hein, donc on met, je sais pas moi, du charbon rougeoyant ou du bois rougeoyant, et on le glisse entre les draps pour chauffer les draps avant de se coucher. Et les lits à baldaquin permettaient aussi de conserver la chaleur animale. Voilà. Donc ça avait ces trois utilités. Préserver l'intimité, canaliser les nœuds Hartmann et conserver la chaleur. Les anciens n'avaient pas tout faux. Alors là, c'est un réseau dit solaire. Celui-là, il est bénéfique, il vient du haut, mais on peut en profiter que s'il n'est pas contrarié par des agressions qui viennent du sous-sol. Les anciens bâtissaient des églises romanes sur ce réseau sacré, pour ça qu'on l'appelle sacré, et ils se sont arrangés toujours pour que l'autel soit construit sur un croisement de ce réseau solaire. On va voir les ocuries sont des murs de 40 cm qu'on détecte à 6,9. C'est pas la même orientation. Alors un bord de bord, un croisement ici. Là je me déplace, il y a un autre croisement là. Ça c'est magnétique. Ça va perturber la libre circulation du fer dans le sang, puisque vous savez dans nos globules rouges, il y a du fer. D'accord? C'est pour ça que l'oxygène se fixe sur le fer. Il faut toujours avoir une bonne quantité de fer ou de ferritine. Si on veut que notre corps soit bien oxygéné et qu'il ne soit pas anémié, en fait, ce qui donne la couleur au sang, c'est quand le sang rouille. Les couleurs rouges, le sang artériel qui vient des poumons est rouge vif, parce que le fer est attaqué par l'oxygène. Et le sang veineux, qui est le sang retour, il est noirâtre, parce que c'est du dioxyde de carbone. Le carbone, c'est noir. Et les veines renvoient le sang veineux au poumon, et c'est ça qu'on étudie en bioélectricité. Non pas le sang artériel, mais le sang veineux qui rend compte du fonctionnement du métabolisme des cellules. C'est le plus important, le sang veineux.
Alors ces particules de fer, quand elles traversent ces murs magnétiques, elles ont du mal à traverser. Ça veut dire qu'il y a des parties du corps qui peuvent manquer d'oxygène. Alors elles ne sont pas en anoxie, privation totale, elles sont en hypoxie, parce que vous avez aussi le plasma sanguin qui pousse, vous avez les plaquettes, vous avez les globules blancs qui poussent, et qui ne sont pas arrêtés, donc ça passe, heureusement, mais on a des crampes. On a des crampes. Parce que les organes qui reçoivent moins d'oxygène ont tendance à fatiguer et à se crisper. Comme quand on fait du sport. Alors ça, c'est le grand diagonal dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, AVC, mort subite du nourrisson, rupture d'anévrisme, angiome, exostose. Ça, ce sont des cheminées cosmotelluriques. Ce sont des tourbillons d'énergie. L'énergie, ça a la forme d'un cercle. L'énergie monte pendant 3 minutes dans un sens, d'exprogir. Ça s'arrête 10-15 secondes, puis ça redescend pendant 2 minutes et demie. Ça s'arrête 10-15 secondes, ça repart. Voilà, on appelle ça la respiration de la Terre. C'est pas très bon d'être dessus, parce que ça correspond au rythme biologique. Et là, je pars à Sedona, en Arizona, aux États-Unis, là, dans un mois, parce que c'est une région du globe où il y a beaucoup de vortex. Les vortex, ce sont des tourbillons d'énergie qui ont la forme d'arc-en-ciel, sauf que ce n'est pas de la lumière, c'est des tourbillons d'énergie. Et aux États-Unis, tout le monde se rend à Sedona, en Arizona. C'est au nord-est de Phoenix, et il y a beaucoup de vortex dans cette région. Et puis c'est la région qu'ont choisi les Indiens Hopi. Vous connaissez les bougies Hopi pour déboucher les oreilles? Ben, c'est là. Donc je vais rencontrer les Indiens Hopi fin mai. Alors au niveau de la végétation, je sais qu'il y a des arboriculteurs là, parmi vous. Il y a plusieurs qui s'intéressent aux arbres. Eh bien on constate que, là j'ai grossi le cours d'eau pour la compréhension. Si vous plantez un arbre à la verticale d'une rive de cours d'eau, comme il y a une différence de potentiel électrique mesurable à la verticale des rives du cours d'eau, et que l'arbre fonctionne avec l'électricité naturelle, j'ai dit tout à l'heure que les électrons montés par les arbres, comme ils montaient à travers un paratonnerre, les arbres sont gênés dans leur croissance, alors ils s'écartent. Mais l'arbre qui est planté 2 mètres plus loin, il s'écarte, mais dans l'autre sens. Alors de temps en temps, je m'amuse. J'invite un scientifique à aller dans la forêt avec moi, et je lui dis, expliquez-moi pourquoi tous ces arbres se penchent de la même côté en lisière de forêt. Simple, c'est le vent dominant. D'accord, c'est le vent dominant. On rentre dans la forêt, et puis là je vois un arbre qui part comme ça, et l'autre qui part comme ça. Alors je dis, donc si les arbres penchent, c'est le vent dominant, mais il vient d'où? Parce que là il y a un arbre qui penche comme ça, et l'autre il penche comme ça. Elle dit, oui, alors ça, c'est une autre explication, on appelle ça l'héliotropisme, on appelle ça le phototropisme, c'est-à-dire l'arbre il cherche la lumière. D'accord? Mais pourquoi 99% des arbres là, ils pointent verticalement vers le ciel d'où vient la lumière? Il y a des sous-doués là. Il y a des arbres, ils cherchent la lumière sur les côtés, alors qu'elle vient d'en haut. Donc, ils n'ont pas l'explication, mais la réalité, nous, on observe, c'est ça. Si vous mettez un arbre, non pas sur le rayonnement gamma, mais entre les rives du cours d'eau, cet arbre va pousser, mais plus lentement que les autres. Vous avez peut-être vu au bord des routes des rangées de peupliers qui ont été probablement plantés tous en même temps. Et pourtant, vous voyez des vagues. Vous avez des peupliers qui font 2 fois plus haut que les autres. Vous avez des champs de maïs, il y a des endroits où presque rien ne pousse, pourtant on a semé partout. Et les agriculteurs n'ont pas la réponse. Il y a des endroits où on plante des arbres fruitiers qui sont tordus dans tous les sens. On appelle ça le galvanotactisme. Alors qu'un arbre planté en zone neutre, il pousse droit. Mais mieux que ça, vous mettez un individu en période de croissance à la verticale d'un cours d'eau souterrain. C'est arrivé à la fille de mon frère. J'ai un frère qui est ingénieur en mécanique et électricité, alors que moi je suis ingénieur informaticien, donc je suis ingénieur système. Après avoir fait l'école supérieure de commerce, enfin donc j'ai fait l'école de commerce plus une école d'ingénieur. Et mon frère, comme il a fait Esmé Sudriga, il pense qu'il en sait beaucoup plus et il ne croit pas à tout ça. Je lui dis, tu sais Philippe, si j'étais à ta place, je ne laisserais pas Marion à cet endroit-là. Je lui ai dit ça il y a longtemps. Bon, tout ça, ça n'existe pas. D'accord. La science mécaniste. Eh bien, Marion, aujourd'hui, elle a 35 ans, elle mesure 1,50 m. Elle n'arrive pas à trouver un mari.
elle n'arrive pas à trouver un emploi. C'est bizarre, mais on ne veut pas embaucher une femme d'1,50 m. Bizarre. Alors elle est obligée de faire LOA, elle apprend le russe, elle apprend le chinois, et elle se réfugie dans la traduction. Voilà. Parce qu'elle en a la capacité. Mais vous vous rendez compte du handicap? Une femme adulte, 1,50 m. Mais je lui avais dit à mon frère, il dit laisse pas ta fille Marion sur ce cours d'eau, elle ne va pas pousser. C'est ce qui arrive aux arbres qui poussent sur des cours d'eau. Et si vous mettez un arbre juste à la verticale des radiations, ben c'est pas compliqué, ça meurt. Alors c'est comme ça que j'ai les châteaux viticoles. Vous savez, à Bordeaux, il y a du vin. Vous êtes au courant? Vin rouge. Mes clients, ils s'appellent Pétrus. Vous savez, c'est un petit vin de table. À 1000 € la bouteille. J'ai d'autres clients qui s'appellent Château Zone. Alors, vous savez comment je les ai eus? Très simple. D'abord, je rentre, et je vais montrer tout à l'heure des schémas. Je rentre là où il y a les cuviers, je dis, cette cuve ne peut rien donner, je vous le dirai tout à l'heure. Parce qu'elle est sur un croisement de feuilles. Après, je dis, venez avec moi dans les vignes. Je dis, vous voyez ici, il y a un pied, il est sec, les autres ont des feuilles. Pourquoi il est sec celui-là? Ben, parce qu'il est mort. D'accord. Et les autres ne sont pas morts, donc ils sont vivants. Ben oui. D'accord. Alors c'est bizarre parce que celui qui est mort, il est sur du 8,6. Et 8,6 c'est faille. Donc il y a du gamma qui passe dessus. Alors maintenant, si vous voulez bien, vous allez me suivre. Alors on enjambe les rangées de vignes comme ça. Et je lui dis, mais ici, il y a 2 pieds de vigne avec des feuilles, mais ils sont très écartés. C'est bizarre, partout ailleurs, il y a un pas régulier, là, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les pieds étaient morts, on les a arrachés. Ah, c'est bizarre, parce qu'on est encore sur du 8,6, on est encore sur la feuille. On va jusqu'au bout de la vigne, comme ça. Et partout où on s'attend à trouver un pied de vigne qui est mort, il y a un pied mort ou déjà arraché. Alors là, quand même, ils n'avaient pas vu la vigne sous cet angle-là. J'en reparlerai plus précisément tout à l'heure. Alors, quand on observe les arbres, croisement de 8,2, croisement de grand diagonale, excroissance, comme les angiomes, comme les exostoses. Ici, ça monte en biais. Le croisement de grand diagonale frappe un arbre qui est un pin sylvestre. Je vous rappelle qu'un pin sylvestre, c'est un seul tronc, monotronc. Et bien celui-là, il se scinde en 4 troncs. Et le croisement de 8,2, il est là. Bizarre, non? Alors on me dit, c'est des virus. Ici, c'est des photos prises à Kew Garden. C'est un arbre qui est sur un croisement du réseau Curie sur cours d'eau. On ne peut pas dire qu'ils sont en très bonne santé. Ici, celui-là, c'est pire. C'est toujours un arbre à Kew Garden. Alors ici, la faille a sévi, donc l'aubier, la partie vive qui est sous l'écorce, est morte. Donc on a blacksonné, on a mis du goudron. L'arbre a fui la perturbation, donc il se tord. Il a fallu des poteaux pour le soutenir, sinon il tombait. Et la végétation pousse plus loin, au-delà de la cheminée cosmotellurique. Je vais vous montrer un autre arbre. Toujours à Kew Garden, c'est un arbre qui est grand comme la moitié d'un terrain de foot. Celui-là est en zone neutre, sur un croisement du réseau solaire, qui favorise la photosynthèse. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Je veux dire, voilà, malheureusement, on va devoir couper 2 arbres. On va couper celui-là, et puis on va couper celui-là. Où voulez-vous qu'on place votre lit? À quel endroit on construit votre maison? À cet emplacement-là? Ou à l'autre emplacement? Ou ici? Mais attendez, est-ce qu'on a le droit de dire ça? C'est prouvé scientifiquement. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la reconnaissance scientifique d'une science qui ne veut pas savoir parce que ça ne l'intéresse pas? La science ne s'intéresse qu'aux molécules depuis le procès de Galilée en 1633. Les alchimistes sont devenus chimistes. On fait du fric avec des médicaments et des vaccins, et tout ce qui peut maintenir en bonne santé, c'est pas ça qui nous fait vivre. Un cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. Bien. Donc, si vous dites ça, je préfère habiter là, vous allez être la cible des railleries de la communauté scientifique. Parce que c'est pas rationnel. Si, c'est du rationnel, mais invisible. Alors on s'est aperçu que ça avait un impact, les cours d'eau souterrains, sur le système endocrinien.
Un individu placé en zone neutre, il a un certain niveau de fonctionnement de ses glandes endocrines, en dos vers l'intérieur crinienne qui sécrète. Ça sécrète quoi? Des hormones. Et on s'aperçoit que si on prend le même individu qu'on met sur un cours d'eau souterrain, toutes les glandes endocrines voient leur activité se réduire, sauf deux, la glande thyroïde et les capsules surrénales. Capsules surrénales et thyroïde se mettent à fonctionner pour se défendre, pour se maintenir, alors que toutes les autres sont en hypo, dont le thymus. Alors on vous dit, oui, mais le thymus, ça sert que chez l'enfant. Mais attendez, le thymus, c'est l'école de guerre. Le thymus, c'est ce qui convertit les lymphocytes T en lymphocytes T4, les généraux du système de défense immunitaire. Oui, mais il n'y en a que chez l'enfant. Mais non, les adultes aussi fabriquent des lymphocytes T4. Il n'y a que le thymus qui fait ça. Donc, c'est pas vrai que cette glande scapulaire au niveau du cœur qu'on appelle le thymus ne sert à rien, que ça ne sert que chez l'enfant. C'est faux. Et donc, on s'aperçoit que selon qu'on est en zone neutre ou sur un cours d'eau souterrain, les glandes endocrines ne fonctionnent pas de la même façon, or c'est elles qui assurent nos métabolismes. Alors, nous nous intéressons aussi, en bioénergie, à la machinerie énergétique que, il y a longtemps, on appelait anima. Vous savez pourquoi on l'appelait anima? Parce que c'est ça qui nous anime. Anima, c'était le corps énergie, sur lesquels travaillent les acupuncteurs et les magnétiseurs encore aujourd'hui. C'est ça l'anima. Alors, je vous dirai tout à l'heure comment, à la suite d'erreurs de traduction orientée, on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âme, c'est le mot fourre-tout, on met dedans tout ce qu'on ne voit pas. Ça appartient à l'âme. D'ailleurs, on confond l'âme, l'esprit, la pensée, tout ça, c'est... on ne sait pas tout. Tout à l'heure, on va en parler avec plus de détails. Alors, on s'intéresse au biochamp, les bulles d'énergie, on s'intéresse au chakra, on s'intéresse aussi au périsprit, pour reprendre le mot d'Alan Kardec. Alan Kardec, c'est le père du spiritisme. Et là, on entrevoit la différence entre l'âme et l'esprit. Tout à l'heure, on va y revenir. Parce qu'il y en a une, et ce n'est pas celle qu'on croit. Un individu malade, il a ses biochamps, ses bulles d'énergie qui sont déformées. Parce qu'en général, il y a un blocage d'énergie qu'on retrouve sur les méridiens énergétiques. Quand on analyse les pointings en sortie des méridiens d'énergie, sur lesquels travaillent les Chinois, on s'aperçoit qu'il y a des méridiens qui sont en blocage, l'énergie ne circule pas. Et bien, les biochamps sont tordus. Et le métier du bioénergéticien, c'est de faire circuler l'énergie sur les méridiens énergétiques pour recentrer les biochamps, ouvrir les chakras, dilater les voies lymphatiques et redresser l'âme. Mais l'âme au sens corps anima. Et on s'aperçoit que cette âme, elle est reliée au cœur. D'où l'expression avoir l'âme chevillée au corps. On pourrait dire avoir l'âme chevillée au cœur. Et d'ailleurs, le cœur est un muscle qui fonctionne à l'électricité. Vous ne savez pas ça? Alors on vous dit, mais si, l'énergie est fournie par le sucre. Vous ne savez pas que l'énergie est fournie par le glucose? Si, on vous dit oui, les mitochondries, qui sont les petites centrales électriques dans le cytoplasme cellulaire, quand elles voient arriver du glucose, elles détachent les wagonnets d'ATP, adénosine triphosphate, pour récupérer l'énergie de liaison, puis elles envoient dans l'appareil de Golgi le centriole, et ça provoque la réplication cellulaire. C'est vrai ça? Mais alors les Esquimaux? Ça fait 5000 ans qu'ils existent, les Esquimaux. Ils mangent que des ours et des poissons diabétiques depuis 5000 ans. Et le guépard, c'est l'animal qui court le plus vite sur Terre, il va à 112 km/h. J'ai pas entendu dire qu'il y avait beaucoup d'arbres fruitiers dans la savane. Je crois même qu'il n'y en a aucun. Et il court à 112 km/h, et c'est un animal. Alors, l'énergie viendrait donc du sucre. Mais quand quelqu'un fait une syncope par terre, est-ce qu'on trempe un sucre dans l'armagnac pour lui faire manger? Non, on amène un défibrillateur, on amène des électrodes, on relance le muscle cardiaque avec de l'électricité. Et bizarrement, le biochamp électrique est relié au cœur. Dans ma famille, j'avais une tante, un jour elle ne bougeait plus les bras. J'ai sorti mon antenne de l'échelle, je l'ai réglée à 7-8 et je regardais où s'arrêtait son anima, son corps énergie. Son corps énergie ne couvrait plus les bras. Elle ne bougeait plus les bras. Elle était en train de s'éteindre. Quelques semaines après, elle est morte. Pendant quelques semaines, elle pouvait parler, marcher,
mais elle était obligée d'avoir quelqu'un 24/7. Elle ne pouvait même plus s'habiller toute seule, manger toute seule, se laver toute seule, aller aux toilettes toute seule, ouvrir une porte toute seule. Elle disait, je préférais avoir l'usage de mes bras, quitte à être en fauteuil roulant, plutôt qu'être debout avec les bras ballants. Et bien son âme n'animait plus ses bras. Ses bras étaient inanimés, parce que son corps énergie était en train de se rétracter. Et quand on dit de quelqu'un, il s'est éteint, c'est que son corps énergie s'est éteint, donc le cœur cesse de battre, il n'envoie plus d'électricité au cerveau, électrocardiogramme plat, électroencéphalogramme plat. La personne s'est éteinte. Les anciens disaient, le corps éthérique s'est dissous dans l'éther. Qu'est-ce que c'est que l'éther? L'air ambiant. Et pourquoi on parle d'énergie dans l'air? On dit parfois il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Pourquoi est-ce qu'en Égypte ancienne, on disait le Ka, qui veut dire corps énergie ou énergie? Pourquoi on appelle ça mana en Polynésie? Pourquoi on parle de chi en Chine? Pourquoi on parle de ki au Japon? Pourquoi on parle de prana en Inde? Pourquoi les anciens parlaient d'éther? Parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Quelle électricité? C'est les électrons qui montent à la rencontre du rayonnement solaire qui est positivé en traversant l'ionosphère. Et quand vous respirez pas que des gaz, vous respirez des molécules d'air chargées en électricité. Ah, c'est intéressant. Parce que maintenant, vous comprenez pourquoi le cœur est entre les deux poumons. Il n'y a pas qu'une respiration. Il n'y a pas que la respiration moléculaire. Il y a aussi l'énergie qu'on va chercher dans l'air et qui font fonctionner le muscle cardiaque qui fonctionne à l'électricité. Et c'est pas vrai que le sucre amène de l'électricité, c'est pas vrai. Ça fait vendre du sucre. Alors les Chinois, ils travaillent sur l'anima aussi. Les Chinois. Vous voyez, c'est bientôt que la Chine arrive. D'ailleurs, on s'en rend compte. Ici, vous avez les méridiens énergétiques sur lesquels travaillent les acupuncteurs. Chaque point d'acupuncture est un point d'entrée ou sortie d'énergie. De même que les chakras. Chakras, ça veut dire roue en sanskrit. Les Indiens travaillent dessus. Ils travaillent sur le corps énergique. Jésus travaillait par imposition des mains. Vous savez, les Esséniens, ils étaient ou constructeurs ou guérisseurs. Joseph était charpentier et constructeur. Jésus avait choisi la voie de la guérison. Il soignait par imposition des mains et même il faisait du dégagement spirituel. Par exemple, il chassa 7 démons du corps de Marie de Magdala. Mais c'est pas 7 fois le diable, hein, c'est 7 esprits de défunts. On va voir ce que c'est qu'un esprit. Alors on s'intéresse aussi au bruit, puisque vous avez un Français sur 2 qui se plaint du bruit. Un Français sur 2. Donc, quand vous faites une expertise géologique, vous êtes attentif à ça. Ça peut vous pourrir la vie. J'ai un frère qui a construit une maison, qui a restauré une maison landaise au bord de l'autoroute entre Langon et Pau, et l'autoroute passe à 30 mètres de chez lui. Donc, à 5 h du matin, il est réveillé par les camions. Voilà, et il n'a plus de vie, il était obligé de sonoriser sa piscine, de mettre la musique à fond quand il va se baigner, c'est insupportable. Ce bruit de l'autoroute qui passe au ras de sa maison maintenant. Il est exproprié, soi-disant pour une terre agricole, pour 221,50 €. Donc le bruit c'est important. Après on s'intéresse aux lignes de tension. Quand vous enterrez une ligne, vous protégez du champ électrique qui lui reste dans le sol, mais pas du champ magnétique qui est tournant. Et en plus, quand vous descendez la ligne, elle se rapproche de vous. Et le fait d'être enterré ne vous protège pas du champ magnétique alternatif. Alternatif parce qu'il y a des électrons qui vont dans un sens puis qui reviennent, comme ça tout le temps. Ce qui fait pivoter nos cellules, comme dans le cas du four à micro-ondes. Alors après, bien sûr, on s'intéresse aux antennes relais de téléphonie mobile. Allez, vous voyez, ceux-là, ils ont une belle exposition. Hein? Oui. Exposition au soleil et aux hyperfréquences. Alors, on constate en géologie, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, que les infrarouges nous chauffent, ne sont pas très dangereux. La lumière, pas très dangereuse non plus. Bien que, vous savez qu'il y a les enfants de la Lune. Vous avez entendu parler des zéroderma. Ça vous parle, ça? Oui. Il y a des enfants, ils sont tellement sensibles à la lumière, leurs protéines sont pas suffisamment rapides pour restaurer les cellules lésées,
Et ils font des cancers de la peau rien qu'avec la lumière de la Lune, qui fait seulement 1/1000 de l'intensité solaire. 1/1000. Avec ça, ils font les cancers de la peau. Alors ils mettent des moufles, ils mettent du sparadrap, hein, vous savez, du scotch d'emballage entre les moufles et les manches, pour qu'il n'y ait pas 1 mm² de peau exposée à la lumière. Ils ont des bonnets, des capuches, des lunettes de soleil, etc. Donc tout le monde n'a pas la même résistance par rapport à ces rayonnements ionisants. La lumière est déjà ionisante. Alors pourquoi on ne fait pas des cancers de la peau avec la lumière? Parce qu'on existe depuis 7 millions d'années et que nos protéines sont suffisamment rapides pour réparer en temps réel les cellules lésées. Mais maintenant, si vous faites travailler un Écossais roux à la peau blanche à côté d'un Africain qui sarcle son sol là, en plein soleil, qui lui a la peau noire avec de la mélamine, il y en a un qui va avoir vite fait un cancer de la peau. Devinez lequel? Voilà. Bien. Donc c'est une question d'entraînement. Alors après les ultraviolets, ben on sait que les VLC sont dangereux, mais même Léa, aujourd'hui on fait fermer les cabines de bronzage. Et les X et les gamma, alors là c'est pire parce que ça arrache les électrons aux cellules et ça les transforme en radicaux libres. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cancer fondamentalement? Un cancer, c'est la prolifération des radicaux libres. Qu'est-ce qu'un radical libre? C'est une cellule qui a perdu des électrons. La question devient, comment est-ce qu'une cellule perd des électrons? Et la réponse, c'est par des rayonnements ionisants, par de la radioactivité. D'accord? Donc, la première chose à faire, si on veut lutter contre le cancer, c'est de se mettre à l'écart de ces radiations. Le rayonnement gamma traverse tous les immeubles. Hein. Ça traverse jusqu'à 22 cm de plomb. Le rayonnement X en radiologie, ça traverse 2,5 cm de plomb. Vous savez, dans les cabinets de radiologie, il y a des vêtements de plomb qu'on met ou qu'on ne met pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de radiologues qui meurent avant d'arriver à l'âge de la retraite, de leucémie. Il y a beaucoup d'infirmières qui travaillent en cabinet de radiologie et qui se font enlever une tumeur par an parce qu'on leur demande de tenir le bébé pour la radiographie. Voilà. Donc, la radioactivité crée des radicaux libres. Alors, les centrales nucléaires, bon, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas les démanteler, il faut les convertir. Et donc, pour rester jeune plus longtemps, ben, c'est préférable de faire une expertise de son habitation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est géologue, on fait quoi? Ben déjà, quand il fait trop chaud, on enlève sa veste. Ça commence comme ça. C'est vous dire le bon sens qu'il y a en géologie. Alors, la première chose qu'on fait, c'est un plan à l'échelle. On fait un grand plan à l'échelle 1/20 pour y voir clair. Alors, on a des télémètres laser, et puis on met tout à l'échelle avec des culs d'architecte, on fait des grands plans. Ensuite, on détecte les vannes d'eau souterraines avec l'antenne, les passages de radioactivité, les réseaux géobiologiques, Hartmann, Curie, et on fait des reports précis en couleur sur le plan. Ensuite, on détecte et on mesure les pollutions électromagnétiques, soit qui viennent du 50 Hz, c'est-à-dire ce qui nous éclaire et ce qui nous chauffe, soit des hyperfréquences, la box, les antennes relais, la téléphonie mobile, etc. Et enfin, on cherche des phénomènes paranormaux. Alors, j'aurais jamais dû écrire paranormal. C'est pas paranormal, c'est du normal invisible. C'est du réel invisible. On appelle ça paranormal. C'est comme les médecines qu'on qualifie de douces. C'est pas nous qui sommes forts et les autres les doudingues, là. D'accord? Non, non, c'est très efficace, les médecines douces. Et elles ne sont pas si douces que ça, d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper non plus. D'accord? Parce que ça peut être puissant. Par exemple, l'homéopathie en 30 CH, il ne faut pas souper en 30 CH. Hein. Il ne faut pas en donner tous les jours. Ça peut aussi faire des dégâts. Bon, et puis enfin, on termine par des recommandations et on assainit la maison. Alors voilà un exemple de plan symbolique. Alors vous avez ici en bleu les vannes d'eau souterraines. En marron, vous avez une faille oblique. Le cours d'eau est là, mais le gamma sort sur le côté. Il y a le réseau Curie. Il y a les cheminées cosmotelluriques. Vous voyez qu'on arrive malgré tout, puisque avec le réseau solaire, lui, il est bénéfique, on arrive à mettre des grands lits en zone neutre dans certaines pièces. Mais il y a des endroits, ils sont pourris de chez pourris. D'accord? Donc ça, c'est la chambre d'amis. Exemple d'expertise, là, c'est les failles obliques, ça sort légèrement en parallèle des cours d'eau. Alors ça c'est Bellère-Monange à Saint-Émilion. Alors quand je suis rentré, j'ai regardé à l'antenne, j'ai vu les cuves. J'ai dit, la 12, elle ne peut rien donner.
Alors, Arnaud Glamy, qui est le patron des 11 châteaux du groupe Moex, il prend son téléphone, il appelle je sais pas qui, il dit « Elle vaut quoi la 12 de Bel-Air-Monange ?» Puis il attend. 2 minutes après, il y a un mec qui répond au bout du fil « La 12, c'est la pire du groupe. » Bah oui, bah oui. Croisement de failles. J'ai dit « Ça peut rien donner. » Alors imaginez, qu'est-ce qui transforme le sucre du raisin en alcool? Des êtres unicellulaires végétaux. D'accord? Qu'on appelle des levures. Ensuite, interviennent les bactéries, qui sont des êtres unicellulaires animaux, et qui transforment l'acide malique en acide lactique. On appelle ça la malo, ou la malolactique. Quand une cuve est en fermentation, vous vous dites, dis donc, vu les bulles, il doit y avoir de sacrés chalumeaux en dessous. Vous regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si vous balanciez un bloc de chair fraîche dans un banc de piranhas. Et ça ronge de partout, c'est la fête, c'est la teufeu. Voilà. Et bien quand la cuve est sur un croisement de failles, il n'y a pas la teufeu. Les micro-organismes sont cassés. Voilà. Donc la fermentation se passe mal. Alors bien sûr, les Chinois nous avaient parlé des veines du dragon. Alors imaginez, vous avez le paysan russe, pardon, pas russe, le chinois. Il voit une taupinière là. Il voit un petit tas de terre avec un petit trou, puis il voit un museau qui sort. Chez nous, ça s'appelle comment? Une taupe. Et après, il tourne la tête et puis il voit une grande montagne avec un trou au-dessus, et ça crache le feu de temps en temps. Ça s'appelle comment ça? Un volcan. Bien. Et puis de temps en temps, il y a la terre qui tremble. Et puis de temps en temps, il y a des glissements de terrain, il voit des grands os de gros animaux qu'il n'a jamais vus. Genre des os d'animaux préhistoriques, mammouths, ce genre de trucs. Il a tout compris. Il a compris qu'il y a des animaux qui vivent en sous-sol, comme la petite taupe qui sort son museau de temps en temps, et que les gros animaux dont on voit les gros ossements, ils creusent des petites montagnes plus grosses, normales, proportionnées à leur taille. Puis il a compris que ces animaux-là, ils crachent le feu. Donc il a inventé le dragon. Puis en même temps, il a compris les tremblements de terre. Parce qu'évidemment, quand ces gros animaux se déplacent sous sol, ça fait trembler la terre. Vous comprenez? Avec le peu qu'il connaissait de l'époque, il interprétait les phénomènes comme ça. Bon, aujourd'hui, on connaît la tectonique des plaques. On a un peu progressé quand même. Alors le géobiologue, il se sert d'une antenne de l'échelle, je vous l'ai montré. Il se sert d'outils pour mesurer la résistance de prise de terre, le radon 222, la radioactivité, les hyperfréquences, les champs électriques magnétiques, etc. On a toute une panoplie d'outils, et puis on a une Bible, qui est celle-là. Alors jusque-là, on connaissait que le petit livre rouge, c'est fini ça. Maintenant, c'est le grand livre bleu. Voilà. Alors ça, c'est la 5e édition. Je tourne les pages rapidement parce qu'elle vient de sortir. Donc j'ai peur que la peinture soit pas sèche. Mais donc on en a vendu 12 000 à ce jour, et là, celui-là, on va le vendre à 15 000 tranquille. Je pense que celui-là, on le vendra à plus de 10 000 exemplaires, cette seule 5e édition. Bon, ça c'est une Bible. Alors, ensuite, j'ai créé une école, l'école française de géobiologie. Aujourd'hui, il y a 24 profs, qui sont ingénieurs, qui sont docteurs. Ils sont tous bac plus 5. On dit aux stagiaires juste ce qu'il faut savoir. On ne va pas leur bourrer la tête de connaissances dont ils n'ont pas l'utilité. On s'adresse à des retraités, on s'adresse à des étudiants, on s'adresse à des médecins, on s'adresse à des architectes, on s'adresse à des kinés, à des infirmières libérales. On a toutes sortes de métiers, des carreleurs même. Les carreleurs, quand ils posent des carreaux, il y a des endroits, ils se sentent mal, ils ne savent pas pourquoi. Là, ils se sentent bien quand ils posent ce carreau, quand ils posent l'autre, ils ont la tête qui tourne. Je dis, il y a un truc quand même, parce qu'à chaque fois c'est comme ça, quand je fais du carrelage, dans l'espace, il y a des endroits où je ne me sens pas bien. Et ils arrivent à la géobiologie. Donc on a toutes sortes de publics. Et derrière, j'ai créé un réseau, le réseau Géobios, pour permettre à la population de s'adresser à des gens qui vont faire des plans au lieu de poser des gris-gris dans les coins. Et qui vont travailler des instruments scientifiques. Voilà. Et donc, si un jour vous avez besoin d'une expertise géologique, faites contact@géobios, géolaterre bioslavie.com.